par Patrick Vivray auprès de Jean-Baptiste à Pascal Durand, justement. En réalité, la question du lien entre les parlementaires européens, et là j'en profite encore parce que je suis allé à Montpellier pour parler et d'Europe et d'écologie à l'invitation du pacte civique, en réalité, les députés européens sont très peu invités en France. C'est-à-dire que quand on nous dit, moi, enfin vous le savez, dès qu'on m'invite quelque part, je viens, je débat, je vais dans des lycées, je vais partout, mais c'est très difficile. Vous avez la moindre inauguration de, je ne sais pas, n'importe quel centre d'apprentissage, et pas n'importe lequel, parce que c'est un procès très important, vous allez avoir tous les conseillers municipaux, tous les conseillers... Jamais, je dis bien jamais, on ne m'a invité à l'inauguration d'un centre de formation pour des jeunes. Comment redonner ce lien? Je crois que ça passe d'abord et avant tout par la volonté aussi de la classe politique française d'accepter de partager un peu avec les eurodéputés que nous sommes, sachant que nous, à la différence de vous, on n'a pas de majorité au sein du Parlement européen, donc on est obligé de faire des majorités d'idées, ce qui est un avantage, puisqu'à chaque fois, on est obligé d'aller rechercher si ce n'est des consensus, en tout cas des avis majoritaires. Donc voilà, c'est un vrai boulot. Oula, bah alors ça, je vous laisse répondre. Moi, ce que je voudrais, je l'ai dit tout à l'heure, et ça a été un mauvais procès qui a été fait à Benoît Hamon sur cette question-là dans la campagne présidentielle, pas le seul. Mais celui-là a été un mauvais procès. Il a essayé de reposer la question du travail. On est, depuis des années, et moi j'ai été élevé dans ce milieu-là, j'ai été élevé dans un milieu où la dignité passait par l'emploi. La dignité, c'était aussi bien la dignité de l'ouvrier, de la fierté de son travail, de l'ébéniste, à tous les niveaux, la dignité passait par le travail. Et celui qui n'avait pas de travail, qui à l'époque il se sentait déclassé. Eh bien, dans une société où il y a X millions de chômeurs, où il y a quasiment 40% d'une partie de la jeunesse qui n'est pas en capacité de trouver un emploi quand ils sortent, parfois très mal formés, je pense que la question du travail, la question de l'activité, la question du bénévolat, toutes ces questions-là doivent être mises à plat et il faut les rediscuter. Je sais qu'Emmanuel Macron a dit et Jean-Luc Mélenchon pense la même chose, que le travail est un facteur de dignité humaine et un facteur très important d'insertion, je le partage. Mais en attendant, quand il y a 5 ou 6 millions qui sont en dehors de ce schéma-là, est-ce que je leur enlève leur dignité ou est-ce que j'essaye, au contraire, de faire en sorte qu'on les intègre aussi dans la société, cette société qui ne peut pas laisser, et je crois qu'on est tous d'accord, des millions de jeunes comme ça à côté ou au bord du chemin. Voilà, donc l'activité est un vrai mot, la question du travail est un vrai sujet. J'espère qu'on ne la traitera pas par ordonnance. C'est pas là pour polémiquer, mais c'est parce qu'il ne faut pas avoir peur à un moment, comme les syndicats. Il ne faut pas avoir peur à un moment de dire les syndicats n'arrivent plus à faire leur rôle de corps intermédiaire. Et une société sans corps intermédiaire, quand vous n'avez pas une démocratie directe réelle, ben c'est une catastrophe. Donc voilà. Merci. Quand je dis que le modèle social se joue également dans la commission des finances, c'est tous les outils qu'on lui donne. Évidemment que sa définition, sa description, elle se fait en dehors de cette commission. C'est pas au moment où on vote un budget, c'est-à-dire entre septembre et décembre, que ça se fait, que ça se décide. Le modèle social qu'on souhaite, on le rêve, on le pense, on l'écrit, on l'imagine dans les corps intermédiaires, on l'imagine dans la société au sens direct, on l'imagine dans les partis politiques, on l'imagine dans les collectifs citoyens. Mais je vous assure que quand j'ai vu à quel point effectivement, la commission des finances donne les moyens financiers, parce que ça se bat dans cette salle-là pour augmenter le budget de l'éducation nationale ou augmenter le budget de la défense, eh bien, c'est les outils. C'est les outils pour rendre possible la mise en œuvre de ce modèle. Donc c'est bien le penser à l'extérieur, arriver avec, mais le défendre à l'intérieur. Je suis contente d'être venue. Non, question compliquée. Il n'y avait pas en fait, la ligne budgétaire ne prévoyait pas suffisamment de contrats aidés par rapport à ce qu'il y avait de prévu. Et donc il fallait trouver des lignes budgétaires. Mais c'est assez troublant de se rendre compte de ce... Moi, en tout cas, ça m'a troublé de me rendre compte de ce décalage entre ce qui était budgétisé, ce qui était prévu, et la réalité des contrats qui étaient déjà engagés. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est effectivement le choix politique qui a été fait pour dire le gouvernement actuel va baisser de 300 000 à
200 000 euros, à 200 000 contrats aidés. Ces 200 000, là, pour le coup, c'est une position, c'est une décision. La première partie, il y a eu, au contraire, une ligne budgétaire qui a permis d'assurer les 40 000 contrats aidés qui manquaient, qui n'étaient pas sur le budget. La deuxième, c'est... Moi, je connais plein d'associations qui ont des contrats aidés. Plein d'associations sportives qui ne pourraient pas accueillir des enfants s'il n'y avait pas de contrats aidés. Mais le problème, c'est pas la question des contrats aidés. Le vrai problème, c'est l'emploi associatif. C'est là la problématique. Quand, effectivement... Alors, on a reçu on a auditionné et qu'on nous explique que quand vous êtes dans un contrat aidé, que c'est une cantine, que c'est une cantine d'école publique, que la cantinière est en contrat aidé et que finalement c'est un contrat qui est renouvelé, non, moi ça me convient pas. Alors effectivement ça peut être choquant, mais ça me convient pas. C'est censé être un contrat périn. Moi je trouve que c'est garder une précarité qui est excessive, en faisant attention que ce soit des emplois pour revenir sur le marché du travail et que ce ne soit pas renouvelé plusieurs fois pour la même personne. Parce que une des richesses du contrat aidé, quand il a été pensé, c'était la partie formation. Et comme cette partie n'a pas été évaluée, eh ben on se rend compte que certaines personnes, pas tout le monde, encore une fois je ne mets pas tout le monde dans le même panier, certaines personnes n'ont pas été accompagnées sur cette formation. Et donc le contrat aidé était renouvelé et c'était un turnover. Donc la réponse n'est pas suffisante parce que évidemment c'est bien la situation de tension sur le marché du travail qui fait que des gens comme des collègues de ma promotion, on a fait plutôt moi j'ai fait des études de droit, je suis sortie avec un master 2 de la fac, moi je rêve pas d'un contrat aidé en sortant de ces études-là. Je rêve d'autre chose, mais quand vous avez rien d'autre, quand vous n'avez pas la possibilité de rêver d'autre chose. Juste un mot, je pense que sur le principe, déjà le mot contrat aidé a une connotation qui a été un peu négative. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ce sont des États et des aides subventionnées. Que donc finalement, dans un monde d'économie réelle, il faut que l'économie crée elle-même ses emplois, etc. Et donc il faut arrêter de subventionner. Ce qui, moi, qui m'a gêné considérablement, c'est que je veux bien, et je suis le premier à reconnaître qu'il faut faire évoluer ce système qui est insuffisant par bien des aspects. Simplement, je pense que quand on enlève une solidarité, il faut en mettre une autre à la place, tout de suite. Et si effectivement celle-ci ne correspondait plus, il fallait immédiatement, avant de supprimer de manière assez brutale, au motif que budgétairement c'était pas, etc., il fallait trouver le système de remplacement qui permette à ces associations, notamment dans les petites communes où il n'y a pas de moyens et où les villes n'ont plus les budgets nécessaires pour pouvoir aider, ça aurait pu leur permettre d'avoir des transitions plus douces. Et là, on a été confronté à un coup près. Ce qui, moi, m'ennuie également, c'est que quand il faut trouver quelques milliards, et ça n'est pas pour dire qu'il ne fallait pas les trouver, mais quand il a fallu trouver 5 milliards qui n'étaient pas budgétés pour aider la filière du nucléaire, qui avait aussi ses besoins en termes d'emploi ou autre, je ne suis pas en train de dire qu'il ne fallait pas les mettre. Je pourrais le dire, mais ailleurs, autrement. La réalité, c'est que quand on a eu besoin d'aider cette filière, on a aidé. Et on l'a aidé considérablement. Lorsqu'il a fallu aider un certain nombre de PME ou autres à l'export, on a également aidé. Donc l'assistanat et l'aide, on la critique toujours dans une certaine partie de cette majorité et plus particulièrement au MEDEF qui n'a rien à voir avec cette majorité. Mais on critique toujours l'assistanat des plus faibles ou des plus démunis ou de ceux qui sont en difficulté. On ne dit jamais que les plus grands assistés dans ce pays, ce sont les grands groupes qui payent en moyenne 8% d'impôts, là où les autres payent ni 25 ni 30. Et ça, c'est de l'assistanat. Et c'est de l'assistanat à coût de milliards. Et donc le jour où M. Gattaz viendra nous dire « Nous sommes d'accord pour qu'on limite l'assistanat des pauvres et l'assistanat des chômeurs à ce qu'on met pour assister les grandes entreprises dans ce pays », alors ce jour-là, je dirais « La démocratie est en train d'avancer en France ». Merci. Merci pour ces propos. Donc on va être obligé de clore cette session questions-réponses qui était néanmoins passionnée et passionnante, hein, qu'on aurait bien poursuivi. Moi j'aurais bien rebondi aussi, mais c'est le jeu, il faut respecter le timing. Voilà. Merci beaucoup pour cette table ronde.